Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS 20h, le journal, voici les titres. Inauguration demain de la route nationale numéro 2 par le président de la République. Le tronçon va de Saint-Louis à Rosso en passant par Richard Toll. Coût des travaux, 36 milliards de francs CFA. Et puis, nous irons à la découverte de Diamniadio, une ville carrefour située à une trentaine de kilomètres de Dakar. La localité doit sa réputation à sa position géographique et à ses infrastructures existantes et celles prévues dans le futur. Tout sur Diamniadio à suivre dans ce journal. Le chef de l'État sera en visite en Chine le 19 février prochain pour accompagner cet événement historique. Le journal télévisé démarre une série de reportages sur les relations sino-sénégalaises. Nous commençons ce soir avec une présentation de la deuxième puissance économique mondiale et un reportage sur les réformes lancées à la fin des années 70 par l'Empire du Milieu. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chanteur sénégalais Akon, reçu cet après-midi par le chef de l'État en compagnie de ses partenaires, Alioune Badara Thiam-Di Akon, est venu présenter au chef de l'État un projet d'électrification rurale qui concerne les zones rurales des populations de ces régions, des profondeurs. Le projet va permettre aux populations des zones reculées d'avoir accès à l'énergie solaire. Le reportage de Pabira Bigetia Ndiaye. C'est un acte de haute portée patriotique que le chanteur Akon vient de poser. Il porte un projet unique en son genre pour permettre aux populations des zones reculées du Sénégal d'avoir accès à l'énergie. L'idée séduit le chef de l'État qui soutient cette initiative de notre compatriote. Avec ses partenaires africains, américains et chinois, Akon veut lancer l'offensive d'électrification rurale à base d'énergie solaire. Today is no different, you know, we're really excited about how the outcome is. On est tous au courant de ce qui se passe dans beaucoup de villages dans le pays aujourd'hui. On n'a pas d'électricité, assez d'électricité, donc on a fait une coalition, une alliance avec certains de nos partenaires de la Chine, de United Kingdom, de partout pour pouvoir amener nos forces ensemble, pour pouvoir amener des solutions là-dessus. C'est pourquoi on est venu aujourd'hui voir le président pour en discuter avec lui en tant que partenaire, qui, sur le côté de l'entertainment, mais aussi du business, pour pouvoir amener ces ressources ici, dans notre cher pays, au Sénégal. Un système de production d'énergie solaire qui a déjà fait ses preuves au Kenya et en Guinée. L'impact social est réel et le changement visible. Avec ce projet, les zones rurales n'auront plus rien à envier aux villes, puisqu'il va favoriser le développement local. Well, the next step is going to be fairly fast. On passe dans un mois, on va commencer avec 2 villages à 3 villages où on va équiper là-bas pour amener l'électricité là-bas, l'énergie, qui va, Inch'Allah, permettre aux jeunes d'étudier, de poursuivre les études le soir et aussi d'aider avec les hôpitaux et tout ce qui est public dans les villages et aussi les maisons. La Chine, un géant de la production d'énergie solaire dans le monde, est un des grands partenaires d'Akon. Dans les prochains jours, un document ficelé sera présenté au président de la République pour amorcer la phase pratique du programme qui vise l'électrification du Sénégal des profondeurs. Un projet d'électrification rurale dans les zones rurales initié par le chanteur sénégalais Akon. Et puis le président de la République, Macky Sall, va inaugurer demain, mardi 11 février, la route nationale numéro 2. Cette route va de Saint-Louis, Rosso, Richard Toll, financée par l'Union européenne à hauteur de plus de 36 milliards de francs CFA. La route de 127 km a été entièrement réhabilitée. Amidou Diop. Nous sommes sur la RN2. C'est la route qui va de Saint-Louis à Richard Toll en passant par Rosso. 127 km de route entièrement réhabilitée sur un financement de l'Union européenne qui a mobilisé plus de 36 milliards de francs CFA. La réhabilitation complète de cette route a permis aussi la réhabilitation des routes urbaines à Saint-Louis et la création de pistes de désenclavement pour l'acheminement de produits agricoles dans la région de Saint-Louis. Pour les transporteurs de la région, la réhabilitation de cette route qui répond maintenant aux normes vient à son heure, d'autant plus qu'elle constitue un maillon important pour le corridor euro-africain qui quitte Dakar, passe par Saint-Louis, Rosso, Tanger et Madrid. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était dans la région de Saint-Louis. Morgom effectuait une visite de travail qui l'a conduit au parc national de Djoudj. Il a promis de faire de ce site touristique un levier de développement économique qui va renforcer l'apport du secteur de l'environnement
dans le produit intérieur brut. Ibrahima Fall Junior. Après un piquet digne des parquetiers, le ministre de l'Environnement et sa délégation ont vite fait de prendre les embarcations pour aller à la découverte des oiseaux du Djout, attraction de milliers de touristes qui séjournent ici chaque année. Le Djout est le lieu de reproduction et de nidification de millions d'oiseaux, principalement des pélicans. L'état du mouchoir a préoccupé l'autorité qui a promis de l'élargir et de le consolider avec l'appui du Royaume des Pays-Bas. Nous avons avec le PRCA, c'est-à-dire avec nos partenaires hollandais, un financement qui va nous permettre de pouvoir stabiliser et d'élargir donc ce nichoir. Il y a aussi les installations d'accueil, c'est-à-dire les infrastructures. Là aussi, nous allons pouvoir intervenir et c'est déjà prévu dans le cadre donc de ce PRCA. Le Djout est une zone humide d'importance internationale de la Convention de Ramsar, patrimoine mondial de l'UNESCO. Son développement passe également par le respect des cultures locales et le partage des bénéfices. Morngom a également inscrit ce bien-être des populations riveraines dans son plan de développement en rendant visite au comité intervillageois qui exploite le parc. Nous allons pouvoir impacter au niveau du parc de Djout pour pouvoir en faire un levier de développement économique et social. En saluant aussi vraiment le groupement des villageois qui se sont très bien organisés et qui nous ont accueillis, qui nous ont montré aussi ce qu'ils étaient en train de faire en termes de valeur ajoutée. Plus de 7 villages vivent directement des ressources du parc. Un partage équitable des bénéfices qu'il faut inscrire dans la durabilité. Puis Dakar va bientôt abriter sa deuxième université qui sera érigée à Diamniadio. Le ministre de l'Enseignement a procédé ce matin à l'installation officielle du comité de pilotage coordonné par le professeur Omar Gueye. Cette université pourra accueillir en 5 ans près de 30 000 étudiants et sera essentiellement consacrée aux filières scientifiques et techniques. Oreillam. Tout est parti des 78 conclusions du premier conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. L'idée de la création de la deuxième université de Dakar est ainsi née. L'État a voulu désengorger l'UCAD tout en réorientant l'enseignement supérieur vers les filières scientifiques. C'est également dans cet esprit que s'inscrit la création de la deuxième université de Dakar, consistant à bâtir à Diamniadio une université de rang mondial, orientée vers les sciences, les technologies, les métiers, les sciences économiques, les sciences de gestion et les sciences sociales. Cette université innovera au niveau du choix des filières pour apporter des réponses aux besoins de développement du pays. Cette université qui sera installée à Diamniadio grâce à l'aide de la Banque mondiale veut ainsi former des ressources humaines de qualité et pour cela, elle aura une spécificité bien particulière. Cette deuxième université de Dakar sera publique, mais aura dans le cadre législatif et réglementaire un statut qui lui donnera assez de flexibilité pour offrir des formations aux standards internationaux aptes à attirer les meilleurs bacheliers du Sénégal, mais également les meilleurs étudiants d'Afrique et du monde. La deuxième université de Dakar apportera une réponse très appréciable au problème de l'accès, car elle atteindra, après quelques années de formation, un effectif de 30 000 étudiantes et étudiants. Les spécificités sont qu'elle est orientée sciences, technologie, les métiers, sciences économiques et de gestion et sciences sociales. Donc une université essentiellement orientée vers les sciences et les métiers. Elle a pour mission essentielle de répondre aux besoins de développement du pays en formant des compétences qui pourront être de vrais leviers de l'émergence. Ce comité de pilotage ainsi installé aura pour mission de mener à bien la réflexion pour la réussite de cet objectif de démarrage de cette deuxième université en 2016. Diamniadio au futur, Diamniadio au présent. La ville Carrefour, située à une trentaine de kilomètres de Dakar, est en pleine croissance géographique. L'économie de Diamniadio est florissante, une véritable aubaine pour de nombreuses personnes. Alioune Badara Kane nous présente cette ville Carrefour. El Hadji Alioune Gueye, dit Gueye Terrasse, drôle de surnom pour un monsieur de 84 ans. Gueye Terrasse, c'est toute une histoire. La terrasse, construire une terrasse, c'était quelque chose de grandiose. Alors pour eux,
puisqu'il n'y avait que des cases en paille, quelques baraques. Et quand j'ai construit enfin la terrasse, tout le monde me disait gay terrasse, gay terrasse, gay terrasse. Ça les évoluait quoi en quelque sorte. Voilà pourquoi ils m'ont appelé gay terrasse, gay terrasse. Voici donc le premier homme à avoir construit une maison en terrasse à Diamniadio. Ici, Gay Terrace ne passe pas inaperçu. Mais 40 ans après la fin des travaux de sa maison, les choses ont évolué. Diamniadio n'est plus ce petit hameau sur la route de Dakar. Dans tous les quartiers, les bâtiments sortent de terre. La métamorphose est totale. Tout va vite, très vite, pour Gay Terrace. Je l'ai acheté à les 600 mètres carrés à 100 000 francs. C'est-à-dire les 300 mètres carrés m'ont revenu à 50 000 francs. Un terrain à l'heure actuelle, un terrain de 10 sur 15, coûte 2 500 000 à 3 millions. Même 5 millions. Les terres qui sont au bord de la route, c'est 5 millions. 10 sur 15, c'est 5 millions. Ce développement rapide s'explique. Tous les chemins passent par Diamniadio. Pour entrer ou sortir de Dakar, la grande capitale, l'étape de Diamniadio est incontournable. Cette position géographique avantageuse offre naturellement beaucoup d'opportunités. Au fil des années, la cité est devenue un point de chute pour de nombreux Sénégalais et autres nationalités à la recherche d'un gagne-pain. Kenkei, originaire de Ziguinchor, Lamintal semble faire le bon choix. Diamniadio lui sourit bien. Je viens de Ziguinchor pour faire le commerce ici quoi, en Diamniadio. Parce que Diamniadio, le commerce, ça marche un peu. Surtout les quincailleries là, quand même, ça marche un peu là. Quand même, alhamdoulilah, on gagne notre vie quoi. À Diamniadio c'est bon, faire le commerce quoi. Les activités économiques sont florissantes. Le petit commerce marche bien. À Diamniadio, pour les personnes entreprenantes, il suffit juste d'être patient pour ne pas rentrer les mains vides. Diamniadio est un carrefour, c'est une aubaine pour nous. Les voyageurs s'arrêtent bien souvent ici. Nous en profitons alors pour écouler nos produits. Nous sommes même enviés par nos sœurs marchandes des villes de l'intérieur. Idéalement situé à une trentaine de kilomètres de Dakar, Diamniadio se développe à un rythme effréné. La cité va davantage changer de visage avec les innombrables grands projets de l'État qu'elle va accueillir. Alors, Diamniadio, un nouvel Eldorado, le mythe est sur le point de devenir une réalité. Parmi justement ces projets de l'État qui concernent les infrastructures, ce soir, nous parlons par exemple de ce futur centre international de conférence de Dakar, premier bâtiment intelligent au Sénégal avec un amphithéâtre de 1500 places. Le troisième tronçon de l'autoroute qui va relier ce futur pôle urbain à l'aéroport international Blaise Diagne. À cela s'ajoute le port minéralier de Bargny et la zone économique spéciale intégrée. René Léon Fonseca. Un chantier grandeur nature, bientôt terminé, ou presque. Voici le futur centre international de conférence de Dakar, un bijou bâti sur 12 000 mètres carrés ici à Diamniadio. Un bâtiment intelligent conçu avec les technologies les plus modernes. Il sera doté d'un amphithéâtre de 1500 places, mais pas seulement. À côté, il y a le restaurant public, il y a le bâtiment administratif, il y a la salle VIP, la salle de réunion des présidents, il y a aussi le musée. Et à côté, il y a un petit bâtiment qui est le bâtiment technique. Les travaux avancent à marche forcée. Même scène que le troisième tronçon de l'autoroute Diamniadio à aéroport international Blaise Diagne. Les travaux devraient démarrer incessamment et s'étendre sur une distance de 17 km jusqu'au nouvel aéroport. Sans oublier les deux projets novateurs, le port minéralier de Bargny et la nouvelle zone économique spéciale intégrée de Dakar, qui s'étendra sur une surface de 700 hectares. Le port minéralier est effectivement dans cette même région, port minéralier de Bargny ou de Sendo. C'est un projet qui va servir à la fois pour exporter des matières premières ici et notamment du minerai de fer qui sera cherché dans la Falémé, dans le Sénégal oriental. Alors, il est prévu de réaliser dans mitoyen du nouvel aéroport international Blaise Diagne, une zone économique spéciale intégrée qui va s'étendre sur une superficie de 700 hectares et qui va accueillir des entreprises qui
qui souhaitent s'installer ici au Sénégal. L'État du Sénégal veut donc poser de nouveaux jalons qui vont impulser le développement socio-économique du pays. La République est préoccupée par le fait, c'est-à-dire Dakar seul, qui représente 0,3% de la superficie du Sénégal, ne peut pas détenir 80% du PIB. Alors donc il a commencé cette politique de territorialisation qui a commencé ici, qui sera le point d'inflexion. Je pense que c'est très important. Il veut faire de Diamniadio et de la Brosse un triangle, un corridor de prospérité, et donc ébaucher cette politique de décentralisation. Une politique de décentralisation clairement affichée et des milliers d'emplois en vue, mais le programme va bien au-delà. L'emploi local sera privilégié et nous comptons aussi apporter un élan fort dans la croissance économique et la dynamique de croissance et d'intégration des populations locales, tout en incluant ces pôles urbains, la dynamique de croissance avec donc, des investisseurs qui vont investir dans des domaines à fort impact social. Ces grands projets vont complètement changer le visage de Diamniadio. Les travaux du Centre international de conférences s'achèvent en novembre 2014. Quant au premier chantier pilote de la zone économique spéciale intégrée, il sera livré au plus tard fin 2016. Diamniadio, passé, présent et futur. Diamniadio, futur pôle économique du Sénégal. Les éleveurs sénégalais disposent désormais d'un livret pour s'identifier et identifier leur bétail. Ce livret porté par le Conseil national de la Maison des éleveurs a été élaboré dans le cadre du partenariat entre la FAO et le ministère de l'élevage et des productions animales. Il s'agit d'un référentiel technico-économique et sanitaire des exploitations pastorales. Yorossar. Initié par le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, le livret de l'éleveur qui a été validé aujourd'hui porte l'empreinte de la modernisation et de l'intensification de l'élevage impulsée par le ministre de l'élevage et des productions animales. C'est pourquoi la FAO a été très à l'aise de répondre à la requête de financement relative à l'élaboration et à la diffusion de ce livret. Et pour cause. Le livret de l'éleveur est un document individualisé dans lequel, outre l'identification de l'éleveur, on retrouve des données sur les effectifs de son cheptel, sur la prophylaxie et le suivi sanitaire, mais aussi sur les activités et les performances de l'exploitation. Le livret permettra assurément de disposer d'un référentiel technico-économique des exploitations d'élevage et de mieux orienter les professionnels ainsi que les investisseurs potentiels en direction du secteur. En d'autres termes, le livret de l'éleveur, véritable carte d'identité de l'éleveur et de son cheptel, devrait permettre d'assurer la traçabilité des mouvements d'animaux, des produits d'origine animale et des transactions commerciales. De plus, les éléments de caractérisation des troupeaux devraient également faciliter la lutte contre le vol de bétail qui fait perdre chaque année plus de 2 milliards de francs aux éleveurs. C'est aussi et surtout l'occasion de remercier ici encore la FAO, qui lui a consacré un financement sous forme de TCP et au-delà de cet appui qui accompagne dans d'autres activités notre volonté de faire du secteur de l'élevage un secteur porteur de croissance et partant de réduction de la pauvreté par l'exploitation de toutes ses potentialités afin de nous conformer à l'ambition du chef de l'État de faire du Sénégal un pays émergent. Convaincu que l'élevage peut efficacement contribuer à la lutte contre la pauvreté des populations vulnérables ainsi qu'à leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, la FAO s'est dit prête à accompagner le processus de partage, d'appropriation et de vulgarisation du livret de l'éleveur. Fin des JMJ 2014. À la messe de clôture, le chef de l'État a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a rappelé que les jeunes sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Le compte-rendu de Claire Diop. Cérémonie officielle des Journées mondiales de la jeunesse édition 2014 à Kaolack. Le ministre de l'Intérieur, accompagné d'une forte délégation, a représenté le gouvernement du Sénégal. Devant des milliers de jeunes d'ici et d'ailleurs, le message du président Macky Sall a été livré. Dans le discours, les jeunes sont au cœur des préoccupations, éducation, formation, emploi.
L'engagement de garantir des lendemains meilleurs à nos pays est pris et pour ce faire, les jeunes ont un rôle déterminant à jouer. Ils sont invités à s'impliquer davantage dans le processus de construction, aussi à cultiver la paix et la tolérance, une voie déjà tracée par le Christ. Vous devez être fiers d'entretenir l'esprit de la croix de l'année sainte de la rédemption que vous avez confié le pape Jean-Paul II en 1984. Que vous devez être heureux d'être des constructeurs de la paix. Le gouvernement du Sénégal, qui a compris le rôle de la jeunesse en tant que fer de lance de notre développement, a placé celle-ci au cœur de ses préoccupations, notamment en ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle et surtout la promotion de l'emploi. Et ce pari se gagnera avec le concours de tous et principalement avec vous les jeunes, notre ressource pour le bien commun sur laquelle mise le chef de l'État. L'évêque de Kaolack abonde dans le même sens. L'autorité appelle toute cette jeunesse chrétienne à maintenir l'église jeune par des actions dynamiques, aussi à allumer partout la flamme de la foi. Nous sommes persuadés que la présence fidèle du Seigneur parmi nous va encore s'épanouir en retombées de grâce multiples pour son peuple qui est à Kaolack après ces formidables journées de prière, de communion fraternelle et de solidarité. Le cardinal Théodore Adrien Sarr a donné la bénédiction finale. Son éminence a tenu à féliciter et à remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour la réussite de cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, vous pouvez tous vous féliciter d'avoir gagné le pari de l'organisation. Puisse le Seigneur vous donner d'en récolter tous les fruits en multiples bénédictions personnelles et communautaires. De l'avis des participants, Kaolack a gagné le pari de l'organisation. Pour le prochain rendez-vous des Journées mondiales de la jeunesse, Dakar sera à l'honneur. Ce sera en 2019 un grand défi que le comité d'organisation devrait relever. Santé infantile dans le cadre de son partenariat avec Gavi qui lui fournit des vaccins. Le ministère de la Santé a effectué plusieurs missions de supervision sur le terrain. Ces missions conduites par le SNEPS, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, ont permis d'évaluer la mise en œuvre des opérations de la vaccination de routine à Namarel. Dans la région de Saint-Louis, les choses se passent plutôt bien. Il suffit juste d'une piqûre, petite piqûre, ou Martiawa. Se faire complètement vacciner est un droit pour chaque enfant, mais c'est aussi un devoir pour chaque parent de renforcer ainsi l'immunité de son enfant. À Namarel, dans le département de Podor, les familles se sont mobilisées avec les mamans en première ligne. C'est mon premier enfant, je n'hésite pas car on m'a dit beaucoup de bien de la vaccination. Tu ne paies rien et cela protège l'enfant. C'est un bénéfice pour la mère aussi. Certes, pour l'essentiel, elles sont jeunes et sans expérience scolaire. Mais ces femmes ont compris l'intérêt que représente ce geste simple et gratuit. La gratuité de la vaccination, c'est bien, mais il faut encore baisser le coût des soins. La gratuité des soins entre 0 et 5 ans, en vigueur depuis octobre 2013, a augmenté la fréquentation du poste de santé de Namarel. Parfois, il y a certains enfants qui tombent malades, mais par manque de moyens, les parents le gardent à la maison. Mais actuellement, ils l'amènent au dispensaire, le ticket c'est gratuit et même les médicaments. Ça, c'est une bonne initiative. Dans cette zone, à l'habitat dispersé, la supervision des activités menées par le SNEPS permet de mesurer le niveau de mise en œuvre de la vaccination. Le SNEPS avait élaboré donc un plan d'action qui comporte un certain nombre d'activités, dont la supervision des activités de vaccination. Un début essentiel de ces missions de supervision est d'amener les populations à des changements de comportement. Ces activités permettent aussi d'évaluer un peu le niveau de connaissance des populations dans le domaine de la vaccination et dans le domaine des pratiques familiales essentielles. Un jour s'achève, sur ces décombres, un troupeau, une richesse. Chaque instant qui passe ici, on prend un peu plus conscience de l'importance de la prévention dans la santé, la plus grande richesse.
voyage dans l'empire du milieu, considéré comme la prochaine première puissance mondiale. La Chine vient de loin. Aujourd'hui, elle se positionne dans la géopolitique mondiale. Sa forte population a été un atout de taille dans la voie de l'émergence. Présentation de la Chine avec Lei Aïdadia. De l'appellation empire du milieu à la première puissance mondiale, si la transition est en passe d'être réussie, elle n'aura pas été de tout repos pour la Chine. Sa forte démographie, plus d'1 milliard d'habitants, aurait pu être un handicap. Loin de là, la Chine l'a transformé en atout et en a fait le principal levier de son développement. Aujourd'hui, le pays force le respect dans la nouvelle géopolitique mondiale. Les réformes entreprises, la rigueur dans le travail et l'esprit d'innovation ont donné des résultats. La Chine vient donc de loin. Plusieurs fois divisé par des conflits internes, le pays était au bord du chaos avant la prise du pouvoir par les communistes. Sous la houlette du grand timonier, Mao Tse-tung fonde la République populaire de Chine en octobre 1949 à la suite de la séparation avec Taïwan. Vaste d'un peu plus de 9 677 000 km², la Chine se trouve en Asie de l'Est. Sa civilisation est l'une des plus anciennes au monde et s'est propagée sur une bonne partie de l'Asie de l'Est, d'abord au plan religieux avec le taoïsme et le confucianisme. Du côté linguistique, les sinogrammes sont utilisés dans toute la région. Déjà au XVe siècle, la Chine serait à l'origine de l'invention de la boussole, des papiers de banque pour ne citer que cela. Pékin, sa capitale, est la ville la plus peuplée au monde. Vieille de 1000 ans, Pékin est riche en vestiges et patrimoine. À découvrir la cité interdite, la Grande Muraille et la place Tiananmen, entre autres. Justement, le chef de l'État, le président Macky Sall, sera en Chine pour une visite officielle le 19 février prochain. Il faut dire que le développement rapide de la Chine attire l'attention du monde entier en envol réussi grâce à sa politique de réforme et d'ouverture lancée vers les années 70. La Chine s'est ouverte de plus en plus vers les pays africains comme le Sénégal. Notre reporter Oumou Baldé, qui a eu à visiter ce pays en 2009, revient ici sur ce qui fait son succès, mais aussi sa politique de partenariat avec l'Afrique. En 3 décennies d'efforts inlassables, tout a changé en Chine. La deuxième économie mondiale a un rythme accéléré de développement depuis le début de sa politique de réforme et d'ouverture à la fin des années 70. Aucun secteur n'a été laissé en rade. Les infrastructures, l'immobilier, les technologies, pour ne citer que cela. Depuis le début de l'application de la politique de réforme, on observe une grande amélioration du niveau de vie des populations, mais aussi de la production des entreprises. Avec le nouveau système, on a réussi aussi à stimuler la production dans tous les secteurs de l'économie. Cependant, le pays garde toujours son statut du plus grand pays en développement. C'est pour cela que ses frères de même rang, notamment les pays africains, restent ses partenaires privilégiés dans plusieurs domaines et le Sénégal occupe une place de choix. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, la coopération a évolué sur tous les plans. L'agriculture, la santé, l'éducation, la culture, la technologie, etc. Nos entreprises respectives coopèrent dans plusieurs domaines. Nous voulons notamment appuyer le développement des pays africains. Depuis la tenue du sommet sino-africain, la partie chinoise a commencé à mettre en application les mesures annoncées. Si aujourd'hui l'envol de la Chine retient l'attention du monde entier, les autorités de ce pays restent vigilantes, car pour elles, le plus difficile est de maintenir le cap en luttant contre les disparités sociales. La tâche est toutefois loin d'être facile, mais le gouvernement chinois espère qu'avec l'implication de tous les acteurs, il arrivera à relever les défis de l'heure pour mieux affirmer la place actuelle du pays et celle qu'il pourra occuper dans l'avenir. En Centrafrique, c'est la violence au quotidien. Ce week-end, 11 personnes, dont un parlementaire, ont péri à Bangui dans des violences interreligieuses. Malgré les mises en garde du pouvoir, la flambée de violence continue d'embraser ce pays. Des larmes et des cris. Une famille pleure la perte d'une jeune femme tuée par un ex-Séléka. La vengeance des anti-Balaka du quartier ne s'est pas fait attendre. Le meurtrier est lynché, brûlé, ainsi que sa maison. Une scène devenue familière dans la capitale centrafricaine où ce week-end une dizaine de personnes a été tuées
dont un député froidement abattu par 2 hommes à moto. Depuis Brazzaville, la présidente centrafricaine multiplie les menaces. Un certain nombre de personnalités ont posé des actes répréhensibles. Ils répondront de ces actes-là. Je n'ai pas à protéger, moi, des bandits de grand chemin ou des politiques véreux ou des agitateurs qui ont amené ce pays dans la situation que nous connaissons en ce moment. Sur le terrain, les forces françaises sangaristes comme africaines sont dépassées. Les militaires rwandais de la MISCA ont tué ce jeune anti-Balaka qui voulait brûler le cadavre d'un musulman, mais cela n'empêche ni les règlements de compte, ni le pillage. La communauté musulmane, accusée d'avoir soutenu l'ancienne rébellion, est aujourd'hui la cible principale des attaques. Notre plus grande crainte est que dans quelques semaines, il n'y ait plus de musulmans à Bangui et dans l'ouest du pays. Par famille entière, les musulmans fuient Bangui. Et la situation empire à l'intérieur du pays où les rebelles ex-Séléka massacrent en remontant vers le Tchad. Et les populations musulmanes abandonnées sur place sont à leur tour menacées de mort par les milices chrétiennes. Et puis à la suite de la mort d'immigrés clandestins par chavirement de leur embarcation au large des côtes hispano-marocaines, le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur a pris sur instruction de Monsieur le Président de la République les dispositions pour le rapatriement des corps de nos compatriotes qui font partie des victimes. Il s'agit de Lamine Bop, Bounama Demba, Seni Sissé, Ibrahima Sissé, Ansoumana Sissé. La date et l'heure de l'arrivée des dépouilles vous seront communiquées incessamment par le consul général du Sénégal à Casablanca qui suit de très près cette affaire en collaboration avec les autorités espagnoles. C'était là un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Une délégation japonaise a effectué une mission d'étude sur la coopération sénégale. Elle s'est rendue à Louga, Thiès et Rufisque. L'objectif était de rencontrer les volontaires japonais et de constater les activités sur le terrain d'Amsila. Louga, première étape de la visite de la délégation nippone. Ici, les volontaires japonais interviennent dans différents secteurs, entre autres l'éducation artistique, musicale et environnementale, ou encore les mathématiques. Ils participent aussi à l'enseignement professionnel. Aux CFAM de Louga, l'un de ces volontaires donne des cours de mécanique. Les mêmes activités sont menées aussi bien à Linguère-Kadara pour ce qui est de l'éducation. C'est un acte que nous apprécions beaucoup avec la coopération japonaise. Vraiment, nous sommes très contents de ce qui se passe et de ce qu'elle fait à l'école. Les volontaires japonais s'activent dans le développement rural. À Koki-Kerngura, par exemple, les groupements de femmes sont appuyés dans leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, ces associations travaillent dans le maraîchage grâce à l'aide à la formation des volontaires. À Linguère également, ils participent à la protection de la nature. Le Japon a octroyé le secteur de Linguère une pépinière qu'il a aménagée pour la production de plants. Donc, en dehors de la pépinière, il a offert un forage solaire. Donc, avec ce forage depuis 2000, nous utilisons ce forage pour l'arrosage de nos plants. Après la région de Louga à Cap-sur-Thiès, ici la délégation a visité le centre de formation des volontaires japonais. C'est dans cette structure qu'ils apprennent les langues nationales et la culture sénégalaise avant leur déploiement sur le terrain. Les volontaires japonais de la JICA interviennent au Sénégal pendant 2 ans. Donc nous nous occupons de leur formation en langue qui inclut le français et les langues nationales, mais aussi leur adaptation culturelle pour leur permettre d'être vraiment à l'aise dans la communication interculturelle. Actuellement, il y a à peu près 70 jeunes japonais qui sont un peu partout au Sénégal, notamment dans les villages, et donc qui travaillent dans le développement rural, dans l'éducation, etc. Et vu les résultats qui sont obtenus, je pense que si le Sénégal, le gouvernement du Sénégal en fait la demande, nous allons continuer à envoyer des volontaires et aussi augmenter le nombre. Les volontaires japonais interviennent aussi dans la santé
À Rufisque, par exemple, l'une d'entre eux travaille dans le district sanitaire. Un échange d'expérience qui renforce le partenariat gagnant-gagnant entre le Sénégal et le Japon. Rentrée politique de Maître Sidiki Kaba à Tamba. De nombreux responsables apéristes et des membres du gouvernement ont fait le déplacement. Du côté des membres de l'APR de Tamba, une union sacrée a été notée autour du garde des Sceaux qui vient d'officialiser ainsi son entrée dans ce parti. Abdoulaye Sinkare. Tamba en effervescence, une mobilisation des grands jours pour accueillir un fils du terroir. Après une longue carrière internationale, Maître Kaba débarque chez lui au sacerdoce en bandoulière, travailler aux côtés du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes partagés entre deux sentiments. Un sentiment d'espoir et un sentiment de reconnaissance. Un sentiment d'espoir, parce que vous pouvez beaucoup apporter à Tambacounda, eu égard à votre parcours et le jeu pour la lutte des droits humains. Un sentiment de reconnaissance à l'endroit du président de la République pour la confiance qu'il a placée en vous. Vous n'allez pas vivre de cette politique tambacoundoise, mais au contraire, vous allez faire vivre la politique à Tambacounda. C'est le 29 décembre dernier que Sidiki Kaba a laissé entendre qu'il rejoint le parti présidentiel. Aujourd'hui, il joint l'acte à la parole, une rentrée politique en fanfare après une mûre réflexion. J'ai décidé d'être avec le président Macky Sall parce qu'il a un projet pour le Sénégal. Il a une vision pour le Sénégal. Il voudrait que le Sénégal soit un pays émergent à travers une gouvernance judiciaire, une gouvernance démocratique, une gouvernance financière. Et il voudrait lutter contre les injustices. Il voudrait lutter contre l'injustice sociale. Il voudrait lutter contre les discriminations. Il voudrait élargir le droit. Et dans ce combat, je me vois dans ce combat. Et ce combat est le prolongement naturel de ce que j'ai toujours mené à travers le monde. Et je suis avec lui. À l'APR, il est accueilli avec les honneurs, un parterre de responsables et des militants de tous bords. Ici à Tamba, l'union est qualifiée de sacrée autour de Kaba. Je disais tantôt que nul n'est prophète chez soi, mais je crois comprendre que ici, vous êtes le prophète. Oui. J'appelle tous les Tambacoundois à travailler avec Maître Sidiki Kaba. Ceux de l'APR et ceux des autres partis. Parce que le président a dit, je veux continuer à travailler dans Benno Bokayaka. Mon choix, c'est Benno Bokayaka. Je pense qu'à Tambacounda, on l'a compris, parce que j'ai vu ici les responsables du PS, de l'AFP et de tous les partis de Benno Bokayaka. La jeunesse a eu la part belle. Le chanteur Wally Seck a été invité pour un grand spectacle. Cérémonie de remise de médailles aux employés du groupe Bolloré Africa Logistique. Cet événement annuel vise à encourager le personnel pour les efforts fournis dans la société. Un moment aussi choisi pour rendre un vibrant hommage aux retraités. Lamine Touré. De grands moments d'émotion. Une journée de reconnaissance dédiée aux employés de Bolloré Africa Logistique pour les efforts consentis dans le rayonnement de l'entreprise. Certains sont à la retraite, d'autres ont fait plus de 15 ans de service. C'est le cas de ces dames souriantes. Ils ont tous été décorés. La cérémonie s'est déroulée dans un contexte économique difficile sur le plan international, certes, mais l'entreprise a tiré son épingle du jeu. Notre groupe a consolidé ses positions en remportant 3 concessions portières, le second terminal à conteneurs d'Abidjan, le terminal à conteneurs de Tuticorin en Inde et enfin le terminal roulier de Dakar. Des performances réalisées un peu partout dans le monde grâce à un personnel dévoué qui fait la fierté des dirigeants de Bolloré Africa Logistique. Beaucoup de gens nous ont abandonnés, beaucoup de gens sont partis, mais je veux dire encore une fois, le noyau dur est resté, il faut être reconnaissant, le devoir de mémoire est important. Je voudrais donc vous féliciter les travailleurs, féliciter les employeurs, féliciter les chefs de service, toute l'équipe, pour dire que, en tout cas, le gouvernement tout entier est fier de vous. Parmi les grands projets du groupe Bolloré pour 2014 figure le programme énergétique Blue Solution. Il vise une autonomisation énergétique profitable à la consommation domestique.
Le projet sera bientôt lancé dans 4 pays africains. Dernier tir, les rideaux sont tombés sur la Coupe du Monde de sabre à dames. L'Ukraine a été sacrée championne du monde. Elle a remporté la finale par équipe devant l'Italie. La Corée a pris la 3e place au détriment des États-Unis. Les finales se sont déroulées hier au Grand Théâtre Koumbaïra Temar. Les voilà, les reines du sabre mondial. Les Ukrainiennes ont confirmé leur statut de leader face aux Italiennes, 3e mondiale. Sur cette finale-là, les championnes du monde étaient largement favorites, même si leurs adversaires ont tenté l'exploit tout en début de match. Les coéquipières de Bianco Ilaria, menées par un petit écart de 2 points. Sursaut d'orgueil de l'Ukraine qui a vite dominé son adversaire sur les duels. Étincelante Kharla Olga, la championne olympique a réalisé les 5 dernières touches qui ont permis à son équipe de s'imposer sur le score de 45-35. La petite finale a été aussi compétente que la grande. La Corée et les États-Unis ne se sont pas fait de cadeaux. De chauds duels qui ont abouti à une victoire des Coréennes, 45-39. Les finales de la Coupe du Monde de sabre ont été marquées par la présence de la star de la musique, par ailleurs ministre conseiller Youssou Ndour. Le champion de lutte Modulo était aussi de la partie. Il a fait vibrer la salle. Rendez-vous de Dobo Sport au Grand Théâtre, l'escrime, avec justement ces lutteurs qui ont participé à cette finale. 8e journée de la Ligue 1, la Spikin perd sa place de leader du championnat au profit du Port. Les Pikinois ont été tenus en échec par Niar Italie en but partout. Le Port, nouveau leader, a battu la Ligue de Saint-Louis 2-0. Résumé de ces 2 rencontres avec Sadio Sek. AS Pikine Niar Italie, duel des extrêmes, une affiche à laquelle El Hadji Ndoye n'a pas eu l'occasion de la disputer dans son intégralité. Le joueur de Niar Italie reçoit un coup dès la première minute du match. Décidés à remporter les 3 points de la victoire, les Pikinois prennent le match à leur compte. Ils dominent, mais ils manquent de réalisme. 0 but partout à la pause. Le même score au stade Demba Diop où le Port reçoit la Linguère de Saint-Louis. Retour à Alassane Djigo où Niar Italie réagit en début de 2e période. 54e minute, Ablaye Ndiaye ouvre les hostilités avec ce tir cadré. Avant que son coéquipier Pam Matarlo, 1 minute après, vienne ouvrir le score sur cette belle séquence de jeu. 1 but à 0. Après cette ouverture du score, les Pikinois poussent et obtiennent un pénalty à la 58e minute. El Hadji Adama Mbaye plombe les chances de l'AS Pikine, mais ce n'est que partie remise. À la 70e minute, Sega Diop remet les pendules à l'heure. 1 but partout. Un détour à Demba Diop, 18 minutes après, le Port ouvre le score devant la Linguère sur penalty. Le duel à distance entre Port et Pikine tourne à l'avantage des portières, vainqueur 2 buts à 0 lors de cette 8e journée. L'AS Pikine avec ce nul perd ainsi sa place de leader. Le résultat qu'on a obtenu ne reflète pas réellement la domination qu'il y a eu dans ce match. Mais dans des matchs comme ça aussi, quand tu as des occasions, tu ne les marques pas sur une balle de compte. Et bien voilà, tu peux te faire surprendre, c'est ce qui est arrivé. On aurait pu avoir la victoire avec un peu plus de sérénité parce que le but a installé un peu d'euphorie, ce qui fait qu'on a un peu déjoué, surtout sur le plan défensif, ce qui a permis le centre qui a amené le but. Lamine Dia, nouveau coach de Niar Italie, vient de réaliser un bon début, mais pour autant, Niar Italie est toujours dans la zone rouge. Et puis l'équipe nationale féminine de volleyball devrait quitter Dakar en principe mercredi à destination de Nairobi. La capitale kenyane abrite à partir des 13 de ce mois courant le tournoi africain qualificatif au mondial. Le 13 février donc, volleyball, les Lions sont au rythme des entraînements, séance du jour suivie par nos 2 reporters, Cheikh Bambagay et Abdoulaziz Ban. Le stadium Marius Ndiaye sert de tanière aux Lions et Lions du volleyball. Pour les Lions, elles peaufinent leur stratégie en vue des éliminatoires du mondial de la discipline
prévues au Kenya du 15 au 23 février 2014. Et elles suivent un entraînement spécifique. C'est un peu le relationnel, donc c'est voir un peu les articulations au niveau défensif et sur le plan offensif. La réaction un peu des athlètes. On fait le maximum pour avoir un bon collectif. 4e au classement africain, le Sénégal va faire face à des adversaires de taille. Battre le Kenya au Kenya quand même, en ce moment on ne l'a pas encore vu. Depuis je pense 15 ans, ça c'est pas encore fait. Donc c'est vraiment un challenge, on aimerait vraiment le remporter. Nous avons l'équipe première africaine, c'est-à-dire l'équipe kenyane donc, qui est championne en titre. Nous avons la 13e équipe africaine, à savoir la Tunisie, qu'on va rencontrer dans la 2e tournée. Et nous, au niveau du classement africain, nous sommes 4e équipe africaine. Les chances sont là, mais comme je vous dis, c'est toujours un rôle d'outsider qu'on est en train de jouer. Pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions, des dispositions sont en train d'être prises. Cette compétition n'est pas inscrite dans l'arbitrage budgétaire. Actuellement, la préparation est prise en charge par la fédération, mais nous avons écrit au ministre des Sports pour lui demander de nous prendre en charge le reste de la participation de l'équipe au niveau de la compétition, que ce soit le regroupement à l'internat et le transport, puisqu'en fait, la prise en charge, une fois arrivé au Kenya, est prise en charge par la Confédération africaine de volleyball. Les Lions aussi préparent les éliminatoires du mondial. Pour les messieurs, ce sera au mois de mars prochain en Tunisie. Le Sénégal, dans ces 2 rendez-vous, se fixe comme objectif de décrocher 2 places qualificatives au championnat du monde de volleyball féminin prévu en Italie et en Pologne pour les messieurs. L'équipe nationale de volleyball féminin qui se prépare donc pour le tournoi de Kenya prévu le 13 février prochain. Merci mesdames et messieurs de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. D'autres nouvelles du monde et du Sénégal un peu plus tard dans la soirée. Je vous souhaite de passer une nuit paisible. Vous pensez que la BICIC, c'est encore une banque comme une autre? Entrez donc vérifier par vous-même. À la Banque sahélo-saharienne, nous savons que le premier contact peut être le début d'une grande aventure. C'est pourquoi nous traitons chaque cliente comme un membre de notre famille. Car qui mieux qu'un proche pour vous aider dans vos projets? Personnel, professionnel, projet d'épargne, immobilier, études pour retraite, nous sommes là pour vous accompagner. Banque sahélo-saharienne, la réussite de vos projets est notre satisfaction. 2014 BMW série 6 dong la gëj leen gaaw benn BMW série 6 yónnee leen gaaw par SMS BMW ci 26 666 chaque jour ngeen gagné ay enveloppe bu 25 000 francs ay enveloppe bu 50 000 francs ay enveloppe bu 100 000 francs ki ëppale lu mu joué ci semaine bi gagné chaque semaine 500 000 francs ak yeneen i yu dul jeex yónnee leen gaaw BMW ci 26 666 pour ñu ànd ci ak Carrefour Automobile représentant BMW MCA Assurance Vivo Énergie Sénégal Shell Banque Régionale des Marchés yónnee leen gaaw BMW ci 26 666 chaque semaine ngeen gagné ay lot tirage bi ci kanamu huissier Pomi Lonase ànd na ci. Papa sama yaay dafa am soxla bu jamp mu bëggoon ko yónnee xaalis léegi nu mu gën a gaawee te bëgguma fa mu koy jëlee sori kër ga. loolu day poste woon rek laa lay xelal wóor na gaaw na te fépp foo nekk ci Sénégal am nga fu la jege foo xam ne mën nga fa yónnee wala jot xaalis. xanaa loolu war naa cher. déedéet moo gën a yomb boo doon yónnee junni ñeent fukk kese ngay fay. yónnee nañ la message xaar lii gën a gaaw jërëjëf Poste One. def leen ni moom bu ngeen bëggee yónnee xaalis fépp ci Sénégal taamu leen Poste One am na ci bépp bureau de poste ci agence poste finance yi ak bépp distributeur agréé. ak xéwalu Banque Atlantique yi ñu leen jagleel tànn leen pat bii méngoog seeni bëgg-bëgg ngir mën a bànneexu ci ay ngëneel yu bëree bëri yéen fonctionnaires yi ak Atlantique Admin di ngeen mën a am seen compte chèque carte Visa SMS banking ak itam découvert yéen ñii nag di yëngu ci yeneen liggéey